Et bonjour pour ceux qui seraient là, et sinon, bonjour à ceux qui me regardent directement sur YouTube, sur la VOD. Aujourd'hui, un petit live un peu plus centré politique, forcément toujours d'une certaine manière en lien avec l'actu, puisque on va parler d'extrême droite. C'est le sujet à la mode, hein, mais ça va malheureusement certainement le rester encore quelques temps. On parle d'extrême droite, mais pas que d'actu. J'aime bien toujours l'idée de prendre un petit peu de recul. On va regarder une petite capsule que je découvrirai avec vous de France Culture. D'abord, on va commencer par ça, sur Hannah Arendt. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Hannah Arendt aussi. Au moins, j'imagine, entendu parler d'elle. Certains ont eu le courage d'aller essayer de la lire. Je dis essayer parce que c'est pas facile à lire. C'est pas facile à lire parce que c'est dense, il y a plein d'infos. Et c'est un peu ardu, puis c'est un peu de la philo quand même. Et puis, c'est ultra déprimant à lire, on va pas se mentir, ça joue aussi sur la difficulté à le lire. Enfin, je veux dire, quand on n'est pas ni fasciste, ni raciste, ni totalitaire, c'est déprimant à lire. J'imagine que dans le cas contraire, c'est sympa, mais voilà, moi, ça m'a bien déprimé de lire ça. Et en lisant ça, à chaque fois, son œuvre la plus connue, enfin, il y en a plusieurs qu'on dit qui sont la plus connues. Tu as Les origines du totalitarisme, qui est en 3 opus, et puis tu as La banalité du mal, qui est un concept fort connu d'Hannah Arendt, où en fait elle a retracé le procès d'Eichmann dans son livre Eichmann à Jérusalem. Euh, mais bon, on parle souvent d'elle comme ça, mais dans le détail, c'est toujours un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, on se pose la question de est-ce que le fascisme revient? Est-ce qu'il y a du totalitarisme dans le monde? Et plus on se pose ces questions, plus moi j'arrête pas de me dire, mais quand est-ce qu'on vulgarise un peu la pensée d'Hannah Arendt? Quand est-ce qu'on rend ça plus accessible? Parce qu'elle est, selon moi, dramatiquement actuelle. Et en fait, en recherchant un peu, en me promenant sur YouTube, je vois qu'il y en a quand même qui le font. Et que là, justement, cette petite capsule de France Culture, elle est là, elle est hyper récente. Je regardais, elle date de quand? Ça a été publié là, il y a une semaine. Donc c'est récent. Et donc je me dis, bah, c'est pas mal. C'est des bons points d'entrée en fait pour comprendre, je pense, un peu le monde qui nous entoure, même si je rappelle qu'Hannah Arendt, elle écrit au moment de la Seconde Guerre mondiale, en vrai, hein, et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle écrit dans les années 60 aussi. Donc forcément, c'est pas actuel, mais malheureusement, ça l'est aussi. On va voir que c'est quand même d'une certaine manière dramatiquement actuel. Puisque ce qu'elle dit, c'est que finalement, même si le totalitarisme peut-être n'existe plus, le gouvernement à l'époque totalitariste, euh, son essence, ce qui fait le totalitarisme, risque de rester maintenant que ça existe, et de perdurer dans le temps, et de rester vigilant à ça. Et moi, la question que je me pose, donc 60 ans plus tard, c'est comment on reste vigilant? Comment on reste vigilant sans des fois être parano non plus, sans non plus confondre le passé et le présent? Comment on fait? C'est la vraie question que je me pose. Je ne suis pas spécialiste dans le sujet. Encore une fois, je ne suis qu'un citoyen qui se pose des questions et qui encourage d'autres citoyens à se poser des questions avec moi et pas forcément être d'accord, surtout sur des sujets comme ça qui sont vraiment compliqués. On va dire que sur ce genre de sujet en particulier, je me méfie toujours des gens qui sont très sûrs d'avoir tout compris, parce que c'est vraiment très complexe. On va dire que ce qui compte, c'est plutôt la bienveillance de la discussion, voire du débat, ou de la réflexion. Voilà. Donc je vais lancer cette petite capsule Donc c'est une petite capsule de France Culture, je vais y arriver. Sur Hannah Arendt, elle est courte, elle dure 5 minutes, elle va en durer 20 parce que je vais foutre pause toutes les 3 secondes. Et ensuite, c'est France Télévisions, une petite capsule que je connaissais pas qui s'appelle En Société, où là pour le coup ça parle de l'héritage de Jean-Marie Le Pen, donc on restera dans la thématique joyeuse de l'extrême droite. Et puis après, parce qu'on aime bien la bonne humeur, on ira faire un petit tour de l'actualité avec Vue, avec le nouveau zapping Vue, voir un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et si je suis pas tout seul à la fin, si certains sont motivés, peut-être qu'on se fera un petit jeu. Ok, bon, et ben j'ai envie de dire, on va pouvoir se lancer ça. Je nous allume la télévision avec l'image d'un homme, ma foi, extrêmement réjouissant, s'il en est. Yay. Oui. Quand je pense que ce mec, je l'ai trouvé cool à une époque. J'avais vu dans The Big Bang Theory. Je sais pas, il est fun. J'ai un peu changé d'avis. Je dois avouer que j'ai un peu changé d'avis. Bon.
On se coupe la musique et puis on se lance dans les joyeusetés. Allez, ça part. Sommes-nous revenus aux années 30? En tout Oui. cas, j'entends souvent la comparaison avec notre époque. Donc c'est peut-être le On bon va pas moment. se mentir que l'angle du bras, non, pas parce que je sais que ça a fait débat, hein, mais l'angle du bras est quand même vachement bien respecté. On peut se Pour remettre se juste. plonger dans la pensée, Attends, on va se le faire à l'image, à la frame. Ou c'est chiant. Ça a l'air d'être pour se chiant. plonger dans les années 30. En tout cas, j'entends Ah, on souvent est la sur, on est sur un angle comparaison avec assez notre époque. similaire quand même, hein. Donc c'est Bon, peut-être le je vais bon pas moment relancer ce pour se truc-là, plonger dans hein. la Le pensée débat est d'Anna passé ou Arendt, pas? la philosophe qui a analysé, documenté, décortiqué les régimes totalitaires qui se sont mis en place au début du XXe siècle. Parce Ah que oui, parce qu'Anna Arendt, donc, enfin vraiment, il faut capter qu'elle est donc, enfin, pour ceux qui savent pas, hein, bien sûr, je m'adresse à tout le monde. Anna Arendt, c'est à elle qu'on doit vraiment le concept du totalitarisme comme on l'entend aujourd'hui. Elle décortique ça donc à l'époque de la Seconde Guerre mondiale avec le nazisme, mais aussi le totalitarisme de Staline, hein, le stalinisme, qui sont deux affaires très compliquées parce que autant les Allemands, ben, c'est carré carré, hein, donc ils ont archivé leur truc, et donc il y a de la documentation, il y a de la paperasse sur laquelle se baser notamment. Autant les soviétiques, c'est beaucoup plus le bordel comme on le connaît. On connaît la réputation du Kremlin, du KGB, voilà, où on peut toujours se prendre un coup de couteau dans le dos dans les couloirs, qui qu'on soit. Il y a ce truc de paranoïa permanente où on ne sait jamais trop ce qui est vrai, ce qui est faux, poussé à son paroxysme. Donc ça a rendu forcément l'analyse du totalitarisme stalinien beaucoup plus complexe pour Hannah Arendt et pour tout le monde, hein. C'est-à-dire que même sur les chiffres, en fait, des gens qui ont pu être déportés, qui ont pu être tués, les marges d'erreur se situent en millions, tellement les choses étaient mal documentées, exprès, hein, bien entendu. Ce qui fait qu'en fait, il fallait déduire, les chercheurs doivent déduire à la louche, c'est horrible, hein, combien de gens ont pu être déportés en fonction des chutes démographiques dans les régions, en se basant sur des chiffres qui pouvaient préexister. Enfin, ça, c'est des folies. Voilà, donc Hannah Arendt fait cette étude-là, elle continue de son étude après la Seconde Guerre mondiale parce que Staline est toujours là, et voilà, elle incite à la vigilance ensuite, hein, pour le futur, maintenant que, en soulignant en fait que ce mode-là pas de gouvernement, hein, mais de domination, hein, d'exercice du pouvoir, j'ai envie de dire. Cet exercice-là du pouvoir, sous ce mode-là, n'existait pas avant. L'être humain était capable de dingueries, de choses tragiques, mais on connaissait la monarchie, on connaissait la dictature, la tyrannie, mais le totalitarisme, ce truc qu'on va voir là dans cette petite capsule très spécifique, vraiment c'est important de l'entendre, n'existait pas avant. L'humanité rentre dans une nouvelle ère. Il y a quelque chose de nouveau qui se fait à ce moment-là, qui sort pas de nulle part, hein. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps. Elle l'explique dans son œuvre. Et, euh, et en fait, maintenant que c'est là en fait. Comme n'importe quelle invention de l'être humain, une fois que c'est posé, c'est malheureusement là pour toujours. Et à nous de voir ce qu'on va en faire. Et en l'occurrence, d'être vigilant à toutes les formes différentes qu'il va pouvoir prendre dans le futur. non seulement elle nous permet de comprendre comment on en est arrivé là, mais en plus elle nous donne des clés pour éviter que ça ne se reproduise. Alors déjà, il faut savoir que Hannah Arendt est juive allemande et qu'elle a dû fuir une première fois l'Allemagne Ouais. en 1933 et une deuxième fois la France en 1940. Alors honnêtement, je sais pas comment elle a fait. Moi, j'ai envie de me flinguer quand je lis son bouquin tellement c'est déprimant. Elle vit la Seconde Guerre mondiale et elle arrive à, bah, elle écrit tout ça, quoi. Quand je vois le temps que j'ai passé à le lire, j'ose même pas imaginer le temps qu'elle a passé à l'écrire. Voilà, ça je sais pas. C'est con ce que je dis, mais en fait, c'est le courage en fait des gens, moi, qui me fascine. Moi, je fais partie de ces gens qui sont déprimés par les news, par les actualités et par ce genre de choses, les montées de mouvements fascistes, populistes, etc. euh, ou le courage qu'il faut en fait pour se lancer dans l'écriture de tels ouvrages. Et heureusement qu'il y en a qui arrivent à le faire parce que c'est vraiment nécessaire, je pense. Toute sa vie, elle a cherché à comprendre. Et ce qu'affirme Arendt dans son ouvrage le plus célèbre, c'est que le totalitarisme n'est pas une forme exacerbée de dictature. S'il y a Alors, donc, les origines du totalitarisme, c'est bien un livre en trois livres, hein, en trois parties. Euh, on a, si je ne veux pas dire de bêtises, ça commence avec l'antisémitisme, c'est un livre qui va retracer les origines de l'antisémitisme, donc qui va remonter un peu loin en arrière, et qui va beaucoup parler de souvenirs de la France, d'Europe, des années 1800, du 19e siècle, montrer le rôle des juifs dans la société et comment ils étaient perçus, leur statut juridique, leur statut social qui changeait, qui était très fragile, très très instable. Et
Ensuite, on arrive sur le deuxième opus qui en fait continue. En fait, c'est une espèce de suite logique historique. Donc, c'est l'impérialisme, le deuxième opus, qui va me parler de ces mouvements en fait de l'Occident vers d'autres contrées à coloniser. Et ensuite, le troisième opus, le totalitarisme. Et là, on rentre dans le dur du sujet de voilà comment ce truc se veut le résultat de tout le reste. Et voilà. Il y a des Juste pour éléments comprendre communs aux deux la structure, on régimes, va dire, de comme son ouvrage. la puissance absolue d'un chef, l'endoctrinement, le climat de défiance Attends, je remets paranoïaque, parce que je ou me comme suis perdu dans la dernière phrase. une forme Donc, Arendt, dans son ouvrage le plus célèbre, c'est que le totalitarisme n'est pas une forme exacerbée de dictature. S'il y a des éléments communs aux deux régimes, comme la puissance absolue d'un chef, l'endoctrinement, le climat de défiance paranoïaque ou encore la suppression des libertés fondamentales, il y a en revanche deux leviers qui sont spécifiques au totalitarisme. Un, le complot, comme l'invocation par les nazis d'une conspiration juive mondiale. Deux, la terreur. Leur second c'est hyper important ces différences parce que malheureusement, le totalitarisme, bon, bah, c'est un mot qui est rentré vraiment dans le langage courant, mais qui peut vite être dévoyé et on peut confondre le totalitarisme avec une dictature, avec une tyrannie. Et même si une tyrannie, une dictature, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cool, c'est pas la même chose. Et c'est important de savoir que c'est pas la même chose. C'est important de le savoir pour se rendre compte si on bascule ou pas du côté encore plus obscur de la force. Sachant que, et on verra s'ils ont le temps d'en parler, c'est une capsule, la France Culture, qui dure 4 minutes 36, c'est extrêmement court. Mais le totalitarisme, malheureusement, tu ne sais que tu es dedans que quand tu es dedans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il ne peut pas commencer avec sa forme finale. C'est un Pokémon Dark, hein, ok, le totalitarisme. Il est obligé de commencer avec une forme tranquille. Il est obligé de commencer avec des discours démocratiques. Parce qu'il faut pouvoir rattraper l'adhésion de la plupart des gens, que ce soit des citoyens du pays ou du reste du monde. Et progressivement, plus il va gagner de pouvoir, plus il va prendre les rênes du pouvoir, plus il va pouvoir montrer son vrai visage, d'une certaine manière. En tout cas, il va monter en puissance et s'approcher de sa forme finale de totalitarisme. Et même dans sa forme finale, de toute façon, par le règne de la terreur, je pense qu'on va voir juste là, et du mensonge permanent, sa forme en réalité ne sera jamais visible que par très 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 peu de gens. Vraiment très peu en fait. levier consiste en une terreur sans fin. Pour Arendt, elle est l'essence même de ces régimes. Ouais. Car elle ne se contente pas de détruire les adversaires politiques. Elle englobe ensuite dans la catégorie de suspects ou d'ennemis objectifs la population tout entière. Ah, ça, c'est une dinguerie du totalitarisme, hein, tel que le voit Arendt, en effet. C'est que tout le monde peut être coupable en permanence. Tout le monde, hein, vraiment tout le monde. C'est-à-dire que même les agents au service du mouvement sont des coupables potentiels. C'est très important, en fait. Pour que la population entière, mondiale, soit soumise, il faut absolument que tout le monde soit coupable potentiel. Ce qui fait que même des SS pouvaient se retrouver à se faire déporter à un moment ou à un autre. C'est très important, cette possibilité-là. Et l'ennemi objectif, bah, c'est l'ennemi du mouvement. C'est-à-dire que, tel qu'on a pu le voir dans les procès fantoches de Staline, euh, des gens qui allaient être inculpés sous des faux prétextes, eh ben, allaient quand même accepter leur culpabilité. Pourquoi? Bah, parce que on leur disait, oui, oui, bah, c'est super, on sait que t'as pas tué machin. Voilà, mais on a besoin que tu les tues. Le mouvement a besoin que tu les tues. Donc il faut que tu acceptes. Parce qu'en réalité, cette vérité-là, triviale, dont on t'accuse, on s'en fout, soit vrai ou pas. Parce qu'elle est au service d'une vérité plus haute. Donc du coup, c'est vrai. Et le mec, t'es là en mode suffisamment endoctriné, les gens étaient OK avec ça. Chacun devenant en quelque sorte l'espion ou l'agent provocateur de n'importe qui. Et c'est là que le totalitarisme est très spécifique. Il ne se contente pas de contrôler les institutions, il cherche à s'emparer de la société, y compris des pensées et des croyances des individus. Et c'est juste Oui, oui. Alors là, c'est des différences fondamentales, hein, si vous voulez voir si une société est dominée par un mouvement totalitaire ou dictatorial, c'est que la dictature, je ne veux pas dire bêtise, on verra ce qu'ils disent après, mais la dictature euh, prend le contrôle total de l'espace public. Donc vous n'êtes pas libre de vos mouvements, euh, ni n'êtes égaux en droit, ni rien en fait, hein. Il va y avoir plein d'inégalités en droit et donc l'espace public est entravé. Mais après, quand vous êtes chez vous, entre guillemets, hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez. En fait, un dictateur, il s'en fout que vous pensiez au fond de votre tête, machin, c'est un fils de pute, tant que vous faites ce qui est attendu de vous. Le totalitarisme, il veut pas de ça. Le totalitarisme, il veut aller dans votre tête et il veut plus que vous pensiez comme ça.
Il veut plus que vous pensiez ça, il veut que vous pensiez différemment. Et c'est là qu'on arrive dans quelque chose de beaucoup plus tragique, c'est qu'en fait, le totalitarisme va pas seulement dans une expérience, enfin dans un exercice du pouvoir, dans une vision de la société, mais il va dans une expérience humaine euh, qui vise la destruction, en fin de compte, de l'humanité telle qu'on la connaît. C'est-à-dire que, et là je reprends un concept de Hannah Arendt, qui fait la différence entre la solitude et la désolation. La solitude, c'est d'être tout seul, mais on peut être tout seul et, bon, entre guillemets, se porter bien. Euh, voilà. Il y a la solitude physique, donc, et la désolation, c'est la solitude à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez être entouré de gens et vous vous sentez quand même seul. Et le but du totalitarisme, un de ses objectifs, c'est de créer en fait cette désolation dans chaque individu pour justement le désindividuer. Enlever ce qui fait de lui, en faire une coquille vide en gros, hein, enlever ce qui fait de lui un être humain. Et c'est en ça que là je cite toujours Hannah Arendt du mieux que je peux en tout cas, que les camps de concentration seront un laboratoire du totalitarisme, c'est-à-dire que c'est là où ils vont justement amasser les gens. On peut pas être plus collé que ça, quoi. Quand on les met dans les trains, etc., les gens sont collés les uns contre les autres, nus, dans leur état, dans un état de vulnérabilité totale. Et pourtant, le sentiment de solitude est incommensurable, malgré la présence de beaucoup, beaucoup de gens. Donc c'est tout l'objectif du totalitarisme, vider les êtres humains de l'intérieur, leur enlever toute capacité de révolte, de liberté de penser. D'où le fait qu'ils crament aussi des bouquins, même si c'est pas les seuls mouvements à faire ça. Et le mouvement de terreur dont ils parlent là, on va voir ce qu'ils en disent aussi, mais c'est là aussi une notion très très importante dans le totalitarisme, toujours selon Hannah Arendt, c'est le fait que ce soit un mouvement. Ça ne peut pas être fixe. Donc il doit constamment être en train de changer les règles, constamment être en train de rebattre les cartes, constamment être en train de déporter plus de monde, tuer plus de monde, euh, coloniser plus de terres. La portée ne peut être que mondiale. La domination ne peut être que totale. Tout est dans le titre, hein, de toute façon, totalitarisme. Sinon, il se fige et il va commencer à ressembler à quelque chose qu'on connaît déjà, une tyrannie, une dictature. Il va y avoir des lois, des choses sur lesquelles les gens pourraient avoir des points de repère, identifier des rôles, se repérer, ce qui est improbable pour le totalitarisme. Il faut surtout que ça soit jamais impossible. Donc, le truc ne peut pas arrêter en fait. C'est une machine sans fin qui ne peut amener qu'à de la destruction totale en bout de course. De toute façon, mais c'est assez assumé c'est assez assumé pardon, en lieu clos dans les hautes sphères du pouvoir, cette idée finale. Il reste pas grand monde à la fin du jeu, hein, si on les laisse aller au bout de leur idée. On le voit même avec Hitler, c'est-à-dire qu'au début, il va déporter des juifs, et puis après, progressivement, il va remonter une génération plus haut, une génération plus haut. Et là, il y a plein de gens qui se rendent compte qu'ils ont une grand-mère juive quelque part. Et hop, déportés. C'est comme ça que des SS ou des gens comme ça pouvaient se retrouver eux-mêmes déportés. Et qu'on revient à cette idée que tout le monde peut être un ennemi, en fait, potentiel, à un moment ou à un autre. Tout le monde, personne n'est en sécurité. À part le chef, concrètement, personne n'est en sécurité. On voit que après la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la mort d'Hitler, il avait prévu un plan de santé global pour l'Allemagne euh, qui prévoyait de déporter, de tuer des gens, mais enfin, à la fin, il fallait même plus avoir un rhume, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en termes de... tout le monde y passe, en fait, dans l'histoire. Il faut vraiment entendre ça. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué de repérer quand on a affaire à une tyrannie hein, et à un mouvement totalitaire, surtout dans le avant qu'ils prennent le pouvoir, etc. Parce que c'est toujours un long processus. Justement dans ce contrôle des individus que surgit un concept élaboré par Arendt qui a été très critiqué car il minimiserait la Ah, la responsabilité banalité du mal. individuelle, C'est c'est sûr que c'est celui ça. de banalité du mal. Je l'ai pas En lu, 61, Arendt Eichmann à assiste au Jérusalem. procès d'Adolf Eichmann, un haut fonctionnaire. Mais c'est ce qu'on retrouve de toute façon, enfin, voilà, la banalité du mal. Qu'est-ce qu'elle pointe du doigt aussi avec ça, même si j'ai pas lu ce bouquin en particulier, euh, c'est la bureaucratie, la nécessité et l'horreur de la bureaucratie dans un mouvement totalitaire. Il faut lire Kafka. Lisez Kafka si vous voulez, parce qu'on cite tout le temps 1984. Parce que 1984, c'est ça, hein. C'est la bureaucratie totale. Vous n'avez aucun levier, en fait. Même avec une dictature, vous pouvez avoir des leviers. Là, en dictature bureaucratique, vous n'avez pas de levier. Il n'y a que des fonctionnaires, vous ne comprenez rien. Ça, c'est Astérix et les 12 travaux. C'est plus à qui t'adresser. C'est une machine géante qui te bouffe, quoi. Et le truc est tellement bien fragmenté que chaque petit officier fait son truc, et voilà. Ne porte pas tout le poids de la responsabilité de l'extermination, de la déportation, de ces choses-là, puisque chacun fait son petit truc complètement déshumanisé, désincarné.
Je crois qu'en substance, c'est beaucoup de ce on peut retrouver dans justement l'ouvrage d'Eichmann à Jérusalem. Euh, 1984, il y a beaucoup de ça. 1984, il y a de ça avec la fameuse novlangue, c'est-à-dire de changer changer les termes, changer le sens des termes, mais pas que. Enlever des mots, enlever des mots. euh, Parce que plus on enlève du langage, plus on enlève de la liberté à l'être humain, qui se caractérise énormément par le langage. Et on revient avec l'idée totalitaire, pour le coup, là, chez George Orwell, hein, dans 84, c'est qu'on veut, la police de la pensée, tout ça, on veut atteindre l'être profond, l'individu, et pas que la société. Si vous lisez Kafka, lui, c'est très dans l'univers du cauchemar. Pour ceux qui ont lu Kafka, c'est très dans le procès, typiquement, hein, qui est très connu pour ça. Il disait le procès, il faut avoir un peu le cœur solide. C'est le cauchemar, mais c'est le cauchemar bureaucratique. Comment cette machine vous bouffe, vous broie de l'extérieur et de l'intérieur. Et donc, je crois il va y avoir de ça avec Eichmann, c'est-à-dire que c'est cet officier-là qui fait son truc, mais chaque personne qui va mourir n'est juste un chiffre, une ligne sur un papier. Un nazi impliqué dans la déportation massive des juifs. Pour elle, cet homme n'est ni un psychopathe sadique ni un monstre fanatique, mais plutôt le parfait exemple de ce que produit le totalitarisme et notamment la bureaucratie, c'est la déresponsabilisation des individus. Voilà. Un Et ça, individu il faut arriver à le dire, hein, parce qu'après, voilà, certains détracteurs de Hannah Arendt, voilà, comme là, ça a pu être dit, ont pu lui reprocher elle-même de banaliser en fait contre l'action, ou elle-même de déresponsabiliser finalement, alors que, enfin, les couilles qu'il faut avoir, en vrai, hein, pour sortir des trucs pareils. Parce que, de sa part, parce que elle est juive dans les années 40 et elle part en exil pour échapper à la déportation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le fait que ça vienne d'une personne juive qui a dû fuir l'Allemagne est d'autant plus saisissant, je trouve, j'allais dire comme témoignage, mais c'est bien plus qu'un témoignage, puisque on est carrément sur une conceptualisation philosophique. Donc, banal qui ne fait qu'obéir aux ordres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de personnalités exceptionnelles pour commettre le mal. En revanche, on a besoin de certaines situations. Et ce qu'elle dit d'Eichmann, ce qu'elle lui reproche, ce pourquoi il doit être mis à mort, mis à part le fait qu'il a participé, il a été l'un des grands acteurs de l'extermination des Juifs, c'est finalement qu'il a refusé de penser. Arendt a toute une réflexion sur le travail, justement. il y a une démission de la pensée. Alors, j'ai pas lu Eichmann et Jérusalem, justement parce que, tiens, je pouvais plus. Je pouvais plus. J'ai mis des mois à lire en entier les origines du totalitarisme parce que bon, ça prend du temps à lire correctement. J'avais lu 2-3 autres ouvrages d'elle et là j'en avais fini un récemment, Qu'est-ce que la politique? Et j'étais en mode, putain, je me rembarque là-dedans ou pas? J'ai besoin de prendre des bulles d'air en fait. Moi, ça me touche trop en fait. Ça me bouffe trop de l'intérieur. Donc, je suis obligé de prendre. Mais j'ai quand même besoin de le. Donc, je pense qu'elle me mettrait pas à mort, Hannah Arendt, parce que ma pensée ne démissionne pas complètement. J'ai quand même besoin d'aller comprendre ce qui se passe. Mais c'est beaucoup. Ça fait beaucoup d'un coup en vrai. Donc, je pense qu'il y a l'idée qu'il y a une démission de la pensée de la part de Eichmann et de ce genre de personnalité dans la banalité du mal. Mais tu as quand même besoin d'un méchant dans l'histoire pour faire le mal, parce que à échelle locale, on va dire, a priori non, puisque voilà, Eichmann serait ce fonctionnaire-là qui ne fait qu'obéir aux ordres. Mais à échelle plus haute, il y a besoin justement quand même, de la figure du chef en lui-même d'ailleurs, qui lui par contre a plus qu'un plan, j'allais dire, et là on reprend un concept arendtien, c'est une idéologie. Eichmann s'est défendu en disant qu'il ne faisait que son travail. Ce contre quoi elle nous met en garde dans le phénomène travail, c'est la manière dont il produit une déshumanisation. Pour comprendre ça, il faut déjà expliquer que pour Arendt, il existe une distinction entre le travail, l'activité utilitaire répétitive que nous faisons pour gagner de quoi vivre, l'œuvre, ce qui perdure, ce qui nous survit, que ce soit un bâtiment, une pensée philosophique, une table ou de l'art, et enfin l'action, ce qui permet à l'humain de s'élever, c'est l'action qui est au cœur de la politique et de la liberté. Ah ça pour le coup, c'est dans ses essais sur la politique en elle-même. Ces concepts-là, je crois pas qu'on les trouve vraiment dans les origines du totalitarisme, mais moi je les ai vus dans Qu'est-ce que la politique, qui est pas un livre à part entière qu'elle aurait écrit d'ailleurs. Je crois que ça a été compilé après, si je dis pas de conneries, vraiment c'était plusieurs de ses essais sur le sujet. Notre époque moderne, dans laquelle l'œuvre et l'action sont négligées, ce qui conduit à l'aliénation du travail. L'humain réduit à sa fonction de travail. Voilà, l'aliénation, pardon.
Ça se fait pas, j'ai envie de réécouter. Ce qui conduit à l'aliénation du travail. Aliénation, oui. L'humain, fait. réduit à sa fonction de travailleur, Ouais. devient un animal laborant, ce qui rend possible la déshumanisation dont elle parle. Et c'est pour ça qu'elle lie le travail au totalitarisme. Il est dans la nature même du gouvernement totalitaire de transformer les hommes en fonctionnaires, en simples rouages de la machine administrative et ainsi de les déshumaniser. Alors, comment lutter contre cette aliénation? Pour Arendt, Et d'ailleurs, c'est très bien si la Gen Z, apparemment la Gen Z qui remet plus en question la notion de travail que déjà ma génération qui est pas bien vieille, mais bon voilà, des millennials. Ça c'est très bien parce que justement, c'est sortir déjà de cette mécanique déshumanisante ou désindividualisante de juste dire je vais travailler, je vais juste produire. Je vais juste, comme si on était des fourmis, je vais juste produire. Mais tu te lèves le matin, tu rentres chez toi le soir, tu es épuisé. Toute la journée, tu l'as passé à vivre pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre, pour une structure. Le soir, tu es fatigué, tu te mets un Netflix, tu déconnectes le cerveau parce que merde, il y a quand même, et on a le droit, on a besoin de décompresser, on va boire une bière déjà, un petit after work, ou alors une série, ou un machin, puis bah, c'est un peu dommage, quoi. On a un cerveau qui nous permet d'autres trucs. Alors oui, pour moi, il y a une nécessité du popcorn, tu vois, de débrancher un peu le cerveau. Mais le problème, c'est que du coup, si quel espace il reste pour brancher le cerveau pour nous, entre le débranchement et le travail? Plus beaucoup, je trouve. Et d'ailleurs, Hannah Arendt le dit aussi je crois que c'est dans La crise de la culture. Elle dit, mais la classe moyenne n'a jamais eu autant de loisirs, en fait, autant le temps de faire des trucs d'une certaine manière, enfin, autant la possibilité de faire des activités, mais finalement, on est, on est dans une dynamique et dans un système capitaliste qui nous pousse sans cesse à la consommation, qui fait que quand tu n'es plus en train de travailler, tu débranches, tu consommes. Et où est-ce que toi tu existes là-dedans? Où est-ce que toi tu existes là-dedans, quoi? Et c'est dommage si d'un seul coup le travail sur soi, que ce soit la lecture, que ce soit de la thérapie, que ce soit machin, c'est dommage si ces choses-là restent ou sont réservées soit aux intellos, soit à l'élite économique. C'est un peu dommage. cela passe par l'action, l'activité la plus élevée de l'être humain. L'action permet aux individus de se dévoiler aux autres et de les découvrir, d'interagir avec eux et donc de faire un monde commun. Bref, c'est l'essence même de la politique. Alors, c'est intéressant. Là, je coupe parce que je sais qu'ils n'ont pas le temps de développer de toute façon. Et alors, je remets encore des pincettes parce que je suis pas un expert, je suis pas politologue, je suis pas journaliste et je suis pas non plus expert, je suis pas agrégé de philo ni expert en Hannah Arendt. Je l'ai lu, j'ai fait des recherches dessus et j'ai dû capter un dixième du coup de ce qu'elle a essayé de dire. Mais bon, c'est déjà pas trop mal. Dans ce qu'elle définit comme l'essence de la politique. Et honnêtement, c'est ce que moi j'aime. C'est un truc qui me passionne tout court beaucoup et c'est un peu un truc que j'aimerais faire aussi là quand on est en live. C'est pour elle, dans l'essence de la politique, là, ils disent l'action. L'action étant ce qu'il y a de plus noble, ce qui fait le plus l'être humain. Elle parle des Grecs de l'Antiquité. Et c'est vrai que pour les Grecs, il n'y avait pas de liberté individuelle. Ça voulait un peu rien dire. La liberté, moi, je suis un être à part entière qui a des rêves et des ambitions. C'était pas vraiment un concept à l'époque. La liberté, elle était dehors. Il fallait sortir de la maison, de l'oikos. Il fallait sortir du foyer. Il fallait aller sur l'agora. Il fallait aller faire de la politique. Elle était là, la liberté. Donc pour ça, il fallait être un homme blanc, citoyen, pas un esclave, pas une femme, etc. Bon, ça limitait déjà vachement les choses, avoir suffisamment de thunes pour pouvoir avoir des esclaves et aller dehors. Il restait plus beaucoup de monde à la fin qui pouvait être libre au sens grec. Et elle était à faire de la politique. Et là, seulement là, dans le dialogue à l'autre, dans l'existence avec l'autre et dans l'action politique, tu pouvais être un citoyen libre. Hannah Arendt reprend vachement de ça. Je pense qu'aujourd'hui, même avec la psychologie, avec la conscience de l'individu, il reste toujours une vérité là-dedans, qu'il y a une énorme forme de liberté là-dedans, dans le fait que l'homme, l'être humain, est essentiellement un être sociable qui a besoin de l'autre pour exister. Même si on peut être casanier, tout ce que tu veux, on a besoin de l'autre pour exister, et notamment du langage, comme je disais tout à l'heure, et toute son importance. Et donc en réalité, je ne pense pas qu'elle dise que toute l'essence de la politique soit l'action, mais plutôt justement la diversité des points de vue. C'est-à-dire que pour Arendt, elle va te dire, la politique, c'est quoi? Et quand elle dit ça, tu as presque l'impression qu'elle te dit, la vie humaine, c'est quoi, hein? La politique, c'est quoi? C'est ce que ça devrait être, hein, dans son essence, hein, pas comment c'est aujourd'hui, hein, bien entendu, c'est pas ça qu'elle dit, hein. La politique, qu'est-ce que c'est? C'est une seule réalité commune, ok? Là, ce qui est réellement concrètement ici, je voulais toucher mon micro, je l'ai mis en mute, et une pluralité de points de vue, donc nous, chaque être humain, sur cette même réalité.
Et c'est ça la politique. Et c'est ça qui est beau en fait dans l'humanité. C'est d'arriver à accepter, à faire coexister, cohabiter, dialoguer des points de vue différents sur une même réalité. Et accepter que tout ça puisse avancer. Voilà. On peut s'engueuler, on peut pas être d'accord, on peut débattre, mais accepter cette diversité-là. Ça, c'est l'essence de la démocratie pour le coup aussi. C'est un peu la base du truc. C'est ce que cherche absolument, absolument à détruire un régime totalitaire. Déjà même une dictature, parce que dans l'espace public, le débat sera interdit, mais une dictature, c'est qu'on veut un mouvement totalitaire, on veut même plus que l'idée te passe par la tête, en fait, que autre chose puisse exister. Euh, et donc pour moi, c'est un des plus grands enjeux de société. Quand les crises prennent de l'ampleur, quand les crises sociétales, géopolitiques comme aujourd'hui prennent de l'ampleur, quand les mouvements d'extrême droite fascistes prennent de l'ampleur, ce qui se passe toujours, c'est qu'il y a de plus en plus de clivages, de séparation, et c'est ce qu'on verra dans la capsule qui va suivre, je pense. Euh, et qu'il faut justement arriver à maintenir le contact, à garder la main, tenir la main des gens, garder le contact avec les concitoyens, et surtout ceux avec qui on n'est pas d'accord, et trouver un truc beau là-dedans, en fait. Alors, bien sûr, il y a des idées qui sont trop loin de nous, beaucoup trop loin de nous, mais d'une certaine manière, c'est ce que j'essaie de faire là quand je suis en live, c'est arriver à se nourrir, on va dire, euh, de l'autre, simplement, et à trouver ça enrichissant. Vous êtes de gauche, parlez avec des gens de droite, et vice-versa. Et il y a des terrains d'entente qui existent, en fait, au moins des terrains de discussion. Arendt ne s'arrête pas là, car pour elle, c'est aussi l'action qui rend libre. Être libre et agir ne font qu'un. Elle critique d'ailleurs ceux qui réduisent la liberté à une affaire individuelle qui se définirait simplement par l'absence de contraintes. Au contraire, Arendt insiste sur le caractère collectif de la liberté et Attends, nous j'ai met en raté sa dernière phrase comme liberté souvent. à une qui rend libre. Quand je parle Être trop. libre et agir, Arendt ne s'arrête pas là, car pour elle, c'est aussi l'action qui rend Ok. libre. être libre et agir ne font qu'un. Elle critique d'ailleurs ceux qui réduisent la liberté à une affaire individuelle qui se définirait simplement par l'absence de contraintes. Oui, voilà, Au c'est ce que je contraire, disais. Arendt insiste sur le caractère collectif de la liberté et nous met en garde. Le but du totalitarisme n'est pas seulement de supprimer les opposants politiques, mais aussi d'isoler les individus les uns des autres et d'effacer toute forme d'organisation sociale ou de solidarité. Bref, pour lutter contre les régimes totalitaires, le mieux, ça reste donc de penser, de débattre et de s'engager collectivement. Et pourquoi Exact. pas commencer par écouter à plusieurs ces émissions sur la pensée d'Hannah Arendt. Et c'est ce qu'on fait, et c'est exactement ce qu'on fait, je crois, j'espère. Et quand vous cherchez à débattre, moi qui suis, voilà, moi j'aime la prise de parole, c'est un truc que j'enseigne aussi maintenant. Toujours penser quel objectif vous avez quand vous discutez avec des concitoyens, avec d'autres gens et quand vous débattez surtout quand vous parlez de politique, parce que les Français, ils aiment bien parler de politique, mais généralement on veut avoir raison et c'est normal, c'est humain. Mais moi quelque chose, et je dois me forcer, hein. Des fois je dois me faire violence, mais toujours je me demande quand je débat, qu'est-ce que je cherche? Alors oui, des fois bien sûr, souvent je veux convaincre l'autre, mais j'ai à cœur de garder comme but, comme objectif, de me faire convaincre par l'autre. Alors ça dépend à qui vous parlez, tu vois. Mais à moins que tu sois face à un taré ou face à un ennemi politique ou quelque chose comme ça, ou que tu sois à la télévision face à des caméras, en vrai de vrai, il y a la majorité de nos situations sociales laisse complètement la marge au fait de changer d'avis. Et ça amène au deuxième objectif. L'objectif, c'est pas de changer d'avis tout de suite, ni de faire changer d'avis l'autre tout de suite dans la discussion. Moi, quand je parle avec quelqu'un, j'espère juste qu'il emmène chez lui quelque chose. Tu vois, qu'il y repense à la maison. Et que de toute notre conversation, peut-être il en prend un fragment et ça l'enrichit. Et moi, je fais pareil de mon côté. Des fois, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais je me dis, je vais y repenser tout à l'heure. Et peut-être je garderai un petit bout. Et c'est génial. C'est extraordinaire. C'est presque un cheat code sur la vie. On s'enrichit comme ça les uns des autres. Moi, je trouve ça fou. Et donc, je pense que c'est une dynamique qu'il est vital, qu'il est absolument vital de mettre au goût du jour, qui est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire aujourd'hui pour conserver notre liberté et pour continuer de fonctionner vraiment en tant que société et de manière démocratique. C'est absolument indispensable selon moi. Alors attends, on va éteindre la télé juste hop, là, le temps d'aller chercher la deuxième capsule. C'était très court cette capsule en fin de compte. Moi, c'est vrai que là, je l'ai pas mal commenté, puis parce que je parle beaucoup. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas du tout Hannah Arendt, c'est très très survolé. Mais en même temps, si tu veux t'engager dans le truc, après la vidéo peut vite faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 7 heures, parce que voilà, hein, c'est dense. Mais ça mériterait quand même.
un débat, une discussion, une table ronde où les meufs parlent de la. Les mecs et les meufs, mais comment je parle moi? Les gens, je sais pas, des spécialistes, ils parlent. Ils vulgarisent Hannah Arendt au cours de discussion, ça serait pas mal, je pense. Donc moi, je suis pas spécialiste, mais je vais au moins me positionner comme citoyen curieux, engagé dans la compréhension du monde qui l'entoure. Et j'étais tellement choqué, en fait, parce que tout ce que j'ai pu lire dans Hannah Arendt, et je le suis toujours, que je ne peux pas m'empêcher de le partager, tellement ça me paraît actuel. Donc c'est au moins ce que j'essaie de faire là. Je vais mettre pause 2 secondes, le temps de faire un petit tour aux toilettes, et puis je repasse. À tout de suite. Ok. Alors, on va se mettre la deuxième capsule. Donc, quel est l'héritage de Jean-Marie Le Pen? Ça, c'est super cool, super fun. On va encore bien se marrer. Donc, en société, c'est France Télévisions cette fois-ci après France Culture. Tic-tac-toe. Ok. Et non, ça part. Ça part. Tout le tragique de la politique telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, hein, c'est que comment tu changes ça de l'intérieur, en fait? C'est que tout est tellement basé sur les intérêts des uns et des autres. Comment tu fais changer ça de l'intérieur? À moins, je me pose vraiment sincèrement la question. Moi, j'ai rarement des réponses affirmées aux choses, hein. Je suis désolé d'ailleurs si ma chaîne n'a pas cette vocation de toute façon. Mais parce que est-ce qu'il faut que ça vienne d'un leader politique extraordinaire qui propose quelque chose? Mais moi, je suis pas fan des figures de chef providentielles. Est-ce qu'il faut que ça vienne du peuple? Est-ce qu'il faut une nouvelle révolution? Est-ce qu'il faut quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois? Est-ce qu'il faut changer de république? À mon avis, d'une manière ou d'une autre, il y a un modèle à repenser, quoi qu'il en soit. Il y a un modèle à repenser, puisque c'est pas qu'en France que ça cloche, c'est partout. Le fameux diviser pour mieux régner, hein, c'est pas un cliché, et moi je pense qu'il y a une vérité forte là-dedans. Mais malheureusement, et c'est là-dessus que beaucoup vont réagir, c'est que c'est qu'il y a une complaisance des élites politiques, et qu'il y a le fameux cordon sanitaire qui est rompu, et donc ça devient dur maintenant de dire ça. En fait, c'est ça le problème, c'est que ça devient de plus en plus dur de dire ça, parce que ces mêmes ressorts politiques vont être utilisés par le reste de la classe politique, parce que comme Bayrou l'a montré, il va le mettre sur presque un même pied d'égalité politique. Et ben, quelle frontière est-ce qui reste? Et alors, peut-être que des partisans du Front National vont dire, bah, dans ces cas-là, tout va bien, tu vois, c'est les mêmes avec au moins des nouvelles idées. Tu fais, mais non, en fait, non, parce que les idées, d'abord, elles sont pas nouvelles. On a déjà vu tout ça se jouer dans le passé, et ça marche jamais bien pour personne, hein, d'ailleurs, à la fin. Mais surtout, on se rend pas compte à quel point le jour où l'extrême droite a le pouvoir, le délire que c'est. Moi, je veux pas convaincre les méga partisans parce que je me fais pas de fausses idées, hein. Il y en a qui seraient très très heureux de voir un parti violent, raciste, xénophobe, misogyne prendre le pouvoir. Il y en a qui attendent que ça. Donc je vais pas essayer de leur secouer les puces et dire mais vous voyez ce qu'ils font pour de vrai, parce qu'ils vont être là genre bah ouais on kiffe ça. Mais par contre, ça serait cool que les personnes un peu indécises, que les personnes qui se font un peu avoir et ce que je peux comprendre, hein, par le discours d'extrême droite, regardent ce qui se passe dans le reste du monde. On a la chance que pour l'instant un parti d'extrême droite soit pas encore passé en France là, mais on a quand même des exemples flagrants, dont les États-Unis bien sûr, hein, dans le reste du monde, et il serait temps de se rendre compte que c'est la même chose en fait. C'est ça qui nous attend. C'est ça qui nous attend si on les laisse passer. Alors je sais bien, hein, c'est tragique. C'est quoi l'alternative? Euh, mais le fait de dire c'est quoi l'alternative, le fait d'avoir l'impression d'abandonner quand on va réélire un Macron ou je sais pas qui, du même, voilà, juste quelqu'un d'autre,
je peux entendre, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est pas mieux. Il faut juste se dire que c'est pire encore, délire l'extrême droite. C'est juste pire et qu'on change pas le système en vrai, hein. On l'empire simplement. Euh, je serais plutôt d'avis d'essayer de chercher une solution tierce. J'ai l'impression que dans ces moments-là, on est dans ce qu'on appelle en rhétorique, pour ceux qui aiment bien, qui suivent les enseignements de Clément Viktorovitch, on est dans un faux dilemme. C'est-à-dire que ce serait soit l'extrême droite arrive et puis nous, on rebat les cartes, blablabla, et on découvre quelque chose de nouveau, ce qui n'est pas du tout nouveau. Soit on continue comme ça dans un système qui périclite. Est-ce qu'on peut réfléchir à une troisième solution ou pas? Est-ce qu'on peut peut-être réfléchir à mettre en place un lieu pour réfléchir? Je sais que ça a l'air un peu, compliqué comme ça, mais bon, c'est la démocratie, quoi. On est ensemble, on parle et on trouve des solutions ensemble. De jouer sur les passions tristes des Français Bien sûr. pour les Passion désunir. triste, Voilà. Et je crois que violence, les- combat, division, clivage, toujours cette notion-là en fait, hein. Si le discours n'est pas sous-tendu par de la violence, je vais vous dire, moi je me dis souvent dans les philosophies woke par exemple, qui sont haïes par les mouvements d'extrême droite, même si le wokisme aujourd'hui, ça regroupe tellement plein de choses diverses et variées ou de personnes qui ne sont pas forcément d'accord les unes avec les autres. Mais honnêtement, hein, moi quand je vois ça, je me dis toujours, je préfère quelqu'un dont l'obsession c'est l'égalité, la liberté des gens et le vivre ensemble, que d'autres dont les éléments de langage sont constamment la violence, la division, le combat, hein, et tous ces moulins avant qui nous sont mis devant le nez, contre lesquels on devrait se battre. Ça montre à quel point les mouvements d'extrême droite et les mouvements à tendance fasciste, dictatoriale, voire totalitaire, presque révèlent leur caractère anti-humain dans le fait qu'ils ne peuvent jamais se révéler tels qu'ils sont. Ils sont toujours obligés à un moment, enfin surtout au début, de mentir sur leur identité, sur leur nature, même à la fin d'ailleurs, juste un peu moins, et se déguiser, mettre les déguisements, le vêtement de d'autres partis, d'autres idéologies politiques pour pouvoir passer. Ça raconte quelque chose quand même, ça, hein. De toute façon, j'ai l'impression qu'il répond, enfin, qu'il circule beaucoup autour de la réponse sans vraiment répondre, mais malheureusement, enfin, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, et ce que de toute façon beaucoup de gens disent, et qui semble difficile à contre-argumenter, c'est que quoi qu'il en soit, que ce soit la droite, que ce soit la droite traditionnelle, la gauche, le centre, il y a une complaisance d'absolument tout le monde avec l'extrême droite par pur intérêt politique, et que ça ne peut que créer une pente descendante, enfin un cercle vicieux, c'est-à-dire que le truc ne s'arrête pas en fait. Plus tu es complaisant, plus ils gagnent de pouvoir, plus ils gagnent de pouvoir, plus il faut être complaisant, et à la fin, ils vont le prendre, le pouvoir. Enfin, c'est un peu, encore une fois, de la politique pour enfants, mais quand même. Forcément, Le Pen influenceur qui a fait exister Trump. Trump, c'est une figure populaire des États-Unis depuis déjà bien longtemps. Mais c'est toujours pareil, c'est quel terreau aussi permet à ces mouvements à chaque fois d'émerger. Et à chaque fois, c'est des situations de crise socio-économique, où il y a une espèce de déresponsabilisation des élites politiques qui va laisser la place au discours populiste, facile, divisant, de ceux qui viendraient rendre un peu leur pouvoir et leur fierté à ceux qui se font marcher dessus, aux citoyens, aux oubliés de la République, hein, ce genre de choses-là. Et après, une complaisance des élites. Et je pense qu'on se retrouve plutôt là-dedans. Et donc après, ça arrive en France, ça arrive dans... les crises socio-économiques sont mondiales de toute façon, et donc ça se produit dans le monde entier. Encore une fois, moi je pose cette question en boucle. C'est quoi la solution tierce? C'est quoi la voie médiane? Hein, au lieu de toujours à mettre ça sur un terrain binaire de soit on continue là aujourd'hui avec les mêmes partis traditionnels, soit ce serait l'extrême qu'il faudrait mettre au pouvoir parce qu'on n'a jamais fait, alors que si on a déjà fait, ça marche pas, hein, c'est vraiment horrible. Quelle solution tierce? Est-ce qu'il faut une nouvelle république? Est-ce qu'il faut un mouvement de révolution? Est-ce qu'il faut, que ce soit les citoyens qui montent au créneau et qu'un pays montre l'exemple d'une certaine manière? Parce que c'est ce qui s'est passé à l'époque du XVIIIe siècle avec les révolutions américaines et françaises, c'est qu'ensuite ça donnait une voie, un exemple et une possibilité à d'autres pays d'engager les mêmes actions. C'est toutes des grandes questions que je me pose, et si quelqu'un a des éléments de réponse, donnez votre avis, n'hésitez pas, parce que moi, j'avoue que là, je suis un peu paumé. C'est un modèle qui s'effrite, quoi. C'est le modèle de la démocratie occidentale qui s'effrite, et qu'est-ce qu'on fait? La démocratie, par essence, c'est un modèle qui doit être instable. C'est forcément instable. Pourquoi? Parce que ça laisse parler tout le monde. Tout le monde a le droit théoriquement de parler, de s'engueuler, de débattre, etc., de voter. Et c'est ça qui est beau. Mais comment tu maintiens ce truc-là sans qu'il se casse la gueule? Et là, le modèle,
tout l'OS est en train de se casser la gueule. Donc tous ceux qui ont téléchargé cet OS dans le monde, bah, ils voient qu'il périclite. Et voilà, on fait quoi comme mise à jour? Putain, je suis en pleine métaphore Twitch là. Qu'est-ce qu'on fait comme mise à jour? C'est ça là, vraiment la question que je me pose. Et comment on la met, cette mise à jour? Comment on sort de la binarité parti traditionnelle ou extrême droite? Comment on sort de là? Mais répondez, dites-moi, sortez-moi de l'incertitude, parce que je ne sais pas ce qu'on veut à Hollande, mais il a enfin, moi je trouve qu'il a quand même une analyse politique qui est assez fine, mais il a cette acceptation du débat et de la discussion qui est pas dans la joute oratoire, comme si tu invites Macron sur un plateau, ou Mélenchon, ou même Le Pen, n'importe qui de toute façon, où il est plus dans la discussion, et tu vois que les gens se permettent, c'est que là ils vont le chercher, le taquinent, ils le font chier en mode bon, la gauche, elle a quand même joué son rôle, la gauche que vous glorifiez tant dans la montée de l'extrême droite, mais ils se permettent quand même de le donner en coup de coude et en le taquinant, et lui-même ne se formalise pas. Et bon, voilà, désolé pour les énormes haters de Hollande, mais je trouve au moins que ça, pour le coup, dans la discussion démocratique avec les élites, c'est pas si pire, honnêtement. Voilà, ça c'est ma petite remarque. Mais je ne voudrais pas que la gauche soit Qu'est-ce que vous simplement en en train voulez? de battre sa coupe en disant c'est toujours à elle qu'on s'en Ah prend, mince, même attends. quand elle Non, mais n'y est. Tu es fou de faire ça. Attends, j'ai un petit bug, une seconde. Je regarde un truc. Hop. Pourquoi il me dit que j'ai plus internet? J'ai plus internet, c'est vrai ou pas? C'est bon? Non, ça a l'air d'être bon. Pourquoi il me fait des dingueries comme ça? Une petite seconde. J'ai une petite seconde. Il y en a. Bon. Très étrange. Bon. Écoute, si ça continue de stream, on va dire que c'est bon, hein. S'il y a quelqu'un dans le chat, n'hésitez pas à me dire que la connexion fonctionne, parce que je sais pas, une espèce de petit message d'avertissement qui est un peu bizarre. En attendant, bah je rallume la télé. Encore, je m'en fous, je le défends, mais parce que, encore une fois, je trouve qu'il ne s'enterre pas dans la rhétorique politique habituelle, la langue de bois classique, c'est-à-dire, dites-moi si votre parti ou voilà, ou la gauche a un rôle à jouer, une responsabilité. En général, tout ce qu'on fait, c'est esquiver la question dans ces moments-là, hein. Et c'est pour ça que quand il a commencé à historiser, contextualiser sa réponse, le journaliste a dit: «Vous n'allez pas me répondre». Il avait raison de se méfier. Mais finalement, même s'il justifie, bien sûr, il trouve des raisons, mais il dit oui. Ce qui est d'une rareté pas possible en politique aujourd'hui, hein, de dire oui, oui, ok, on a une responsabilité à jouer. On a cru ça, il s'est passé ça. Bah, mine de rien, enfin, je suis désolé, hein, mais ça manque dans le débat politique actuel, dans l'agora politique actuelle, ça manque. Et la rhétorique honnêtement, de François Hollande n'est pas si pire. Ah oui, La d'accord. justice est-elle trop laxiste? Ça s'arrête en plein milieu. Ok, très bien. Là, on va couper la télé. Vaste question, l'héritage de Le Pen. Mais malheureusement, en fait, ce qu'on voit, moi, dans les choses les plus dramatiques que je vois pour vraiment à l'échelle locale, enfin nationale, vraiment, ce qui se passe en France aujourd'hui et avec au regard de l'extrême droite, c'est malgré tout la complaisance des partis traditionnels, la rupture du fameux cordon traditionnel, qu'est-ce que je raconte là, du cordon sanitaire, qui fait que à la fin, l'argument des gens, c'est de dire ouais, mais regarde, de toute façon, la droite fait pareil, la gauche fait pareil, le centre fait pareil, on s'en fout, qu'est-ce que ça change? Au moins, on essaye. Ah, aïe, aïe, aïe. Oui, bah, ils font des choses similaires, mais quand l'extrême droite passe au pouvoir, les amis, c'est plus du tout le même game. Comme je voyais récemment un truc où tu disais ouais, mais regarde, il y a bien des trucs dans les banlieues, les machins. Et tu fais oui, mais enfin, sauf que quand l'extrême droite passe, c'est pas les criminels qui vont ailleurs ou quoi, c'est tout le monde en fait. C'est juste tout le monde qui rentre dans l'insécurité. C'est le pouvoir policier, c'est des choses qui sont tragiques. Mais bon, on va continuer. Je vais faire un petit tour sur Vue, du coup, un petit tour du côté du zapping pour continuer à déprimer et voir ce qui se passe en ce moment sur Terre et en France. Tac. Et après, on se quittera. Si personne ne rejoint la discussion, je pense que je couperai à la fin de ce petit zapping. Hop, allora, Vue. Hop. Hop, le dernier, c'était lequel? Un pape woke. Oui, c'est ça, ok, très bien. Tac. Ok. On se rallume la télé. Et ça part. Selon Léo Aliatius, gardien de la bibliothèque du Vatican du XVIIe siècle, qu'étaient les anneaux de Saturne? Est-ce que ce fut la cour... Ça me fait trop bizarre que c'est toujours là, Reichmann. Putain, c'était tellement dans mon enfance que je regardais Attention à la marche, ça me bute. Couronne du Christ.
Est-ce que ce fut autre chose? Qu'est-ce qui vient de se passer là? La couronne du Christ ou le prépuce de Jésus? Oh mon Dieu. C'est... le prépuce de Jésus! L'image du pape François affaibli, immobile, sur son fauteuil, le visage pâle, le souffle court, aura marqué ce dimanche de Pâques. François a 88 ans et comme ses prédécesseurs, le pape ne s'agenouille que devant Dieu et ne se couche que pour mourir. Ok. Ça c'est une folie quand même. Chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer le décès de notre Saint-Père François. Le pape François est mort d'une attaque cérébrale. Il est né Pâques, le quoi. 17 décembre 1936 à Buenos Aires. Ça va lancer tellement de théories du complot cette histoire, c'est pas possible. Moi je pense qu'il y a des jeux de mots pourris, pas de Pâques pour Pâques, pas de Pâques pour pape, Pac-Man, c'est horrible, j'ai vraiment un cerveau mal foutu, c'est tragique. Tragique. Il était l'évêque de Rome, chef du Vatican, 266e pape. Je rappelle qu'il est le premier pape issu des rangs de la Compagnie de Jésus et premier pape non européen depuis le pape syrien. Ça c'est très important, hein. Toutes les équipes de BFM TV sont mobilisées pour vous faire vivre cette journée historique. Je ne suis pas place Saint-Pierre exactement parce qu'il y a énormément de monde, mais je suis à 100 mètres. Je me suis mis un peu au calme. Quelle est l'ambiance à Rome à l'heure qu'il est? C'est une douleur immense. Je vis ici. Chaque jour, quand je passais ici, je faisais une prière pour lui. C'est un grand pape, un grand homme. À peine élu, à l'été 2013, il se rend sur l'île italienne de Lampedusa pour pleurer la mort de centaines de migrants et interpeller les Européens d'une formule qui fera date. Notre société a oublié ce que c'est de pleurer, d'avoir de la compassion. C'est la mondialisation de l'indifférence. Ironie de l'histoire, son dernier visiteur officiel sera J.D. Vance, le vice-président américain venu officiellement pacifier les relations. Je sais que vous ne vous sentez pas très bien, mais c'est bon de vous voir en meilleure santé. Ouais, il l'a tué. C'est ça en fait qui s'est passé. Complot débloqué. Une personne qui ne pense qu'à construire des murs et encore des murs, et non à construire des ponts, n'est pas chrétienne. Comme chef d'État, je lui fais deux reproches qui sont pas minces. Le premier, c'est qu'il a toisé la France. Et ensuite, toujours comme chef d'État, il voyait d'un bon œil l'islamisation de l'Europe. Il faut savoir qu'en France, il y a un grand débat. Est-ce qu'on doit chasser les étrangers? Il y a beaucoup de... Chasser, mais moi en accueillir en tout cas. Comme chef d'église, là encore, je lui fais deux reproches. Le premier, c'est d'avoir poursuivi, persécuté les chrétiens de la tradition. En fait, c'était un pape woke. Le processus d'intégration est difficile. Il est évident que nous sommes devant le défi des différences. Et les différences nous font toujours peur, parce qu'elles nous font grandir. Progressiste sur le plan politique, beaucoup moins sur sa vision de la famille. Il critique violemment le recours à l'avortement. Ce n'est pas juste d'éliminer un être humain, si petit. Ça revient à embaucher un tueur à gages pour résoudre le problème. Oh, waouh. Bon, il peut pas être parfait non plus. Hein. Ça va aller. Waouh. Ça va aller. Reprends ton souffle et laisse-toi aller. Sur l'homosexualité, en revanche, il fait bouger les lignes et offre une certaine ouverture aux chrétiens homosexuels. Si une personne est gay, qu'elle cherche le Seigneur et qu'elle est de bonne volonté, qui suis-je pour la juger? Incroyable. En fait, lui, Il tant que tu autorise tues ensuite personne, la ça va. bénédiction des Donc, couples des fois, c'est même un homosexuels fœtus, ou mais remariés, ainsi bon. que le baptême des transsexuels. En vrai de vrai, pour un pape, c'est pas We're déjà pas trop bringing mal. religion back in America. We're bringing a lot of things back, but religion is coming back. Plus vous êtes puissant, plus vos actes ont un effet sur les gens, plus vous serez amené à être humble. Et je veux ici, en arrivant, d'abord rendre hommage à la force de résistance de tout le peuple mahorais, de tous nos compatriotes qui ont su, durant tous ces mois, résister à des conditions extrêmement difficiles. Il nous faut et nous voulons un changement. Nous voulons un changement dans nos vies, dans nos quartiers,
dans le salaire, dans notre réalité quotidienne. Sur Mayotte, le sentiment d'être abandonné à plus de 7000 km de la métropole. Ceux qui n'avaient pas d'assurance ont eux simplement recommencé de zéro comme ils pouvaient. Disons non à une économie de l'exclusion et de l'inégalité, où l'argent règne au lieu de servir. Cette économie tue. Cette économie exclut. Cette économie détruit la terre-mère. Si vous me demandez, donnez-moi un exemple de beauté simple, quotidienne, grâce à laquelle nous puissions aider les autres à être meilleurs, plus heureux. Je pense à deux exemples. Le sourire et le sens de l'humour. Ah, c'est beau. Merci, Pape. Merci, Pape. Merci, le Pape. Ok. Bon, intéressant. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge, les amis. Je pense que c'était ça Je pense que c'est ça la conclusion de tout ce live. On n'est pas sorti de l'auberge. Trop cool. Merci en tout cas pour ceux qui ont regardé en lurk ce live. Merci à ceux qui regarderont la VOD, qui like et qui commentent cette vidéo d'ailleurs, qui s'abonnent, parce que c'est ça qu'il faut faire, c'est soutenir le contenu des gens, même gratuitement. Faites-le comme ça, suivez. Pareil pour les petits lurks, les amis. Je vous vois sans vous voir. N'hésitez pas, je vais couper le live, mais n'hésitez pas à cliquer sur follow si ce n'est pas déjà fait. Ça donne de la force, surtout à une chaîne qui est encore toute jeune. Voilà, n'hésitez pas. Et puis voilà, prochain live, je sais pas exactement quand, car je suis un peu désorganisé pour l'instant, en tout cas. Voilà. Donc, hop là. On se retrouve très vite, j'espère. Merci encore d'avoir suivi. Je vous embrasse et à très vite.